Il est 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir, Elliot. Comment? Elliot is go back. Oh, en anglais, bien sûr. En anglais, vous m'avez manqué pendant cette semaine américaine. J'ai pensé à vous, très loin du plateau et des studios de CNews. C'est un plaisir de vous retrouver, Philippe de Villiers. On m'a beaucoup parlé de vous aux États-Unis. Philippe de Villiers, il disait Philippe de Villiers. Et vous êtes suivi même du côté de la Floride. Alors, est-ce que c'est l'effet Trump? Je ne sais pas. Non, mais plus sérieusement, certaines personnes... Non, c'est parce que là-bas, il y a Disney. Et alors, là-bas, à Disney, ils disent « Quel dommage qu'on n'ait pas eu Philippe de Villiers au lieu de Walt Disney. » Pour faire le puits du fou, voilà. Le puits du fou du côté d'Orlando. Geoffroy Lejeune est avec nous, cher Geoffroy. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Un peu de sourire, ça fait du bien parce que l'actualité, elle nous emmène au Moyen-Orient. Voilà donc une semaine, Philippe, que la guerre fait rage contre la République islamique d'Iran. À l'heure où le monde a les yeux rivés sur ce conflit, en cette période aussi sensible et incertaine, vous souhaitez commencer par un message de prudence, Philippe de Villiers. On a travaillé cette émission tout au long de la semaine et vous avez été extrêmement prudent lors de nos échanges. Pourquoi cette prudence, Philippe ? Ben, écoutez, quand je regarde la presse française, en général, je me dis avec mon expérience des crises et des guerres que souvent les journalistes sont des lecteurs de dépêches de l'agence France-Presse, que souvent les généraux de plateau nous refont la bataille des Thermopyles ou du Péloponnèse, et que les crépahuteurs de studio qui ont une sorte de souffrance intime et qui arrivent dans une sorte de treillis qu'ils n'ont jamais porté, en fait, ils reprennent des truismes alors qu'ils n'ont pas d'informations autres qu'officielles. Et en fait, les polémologues, les vrais spécialistes de l'art de la guerre, il y en a quelques-uns, quand ils s'expriment avec des précautions de méthode. Parce qu'ils connaissent les deux lois de la guerre. La première loi, c'est Clausewitz qui l'a très bien définie. Méfiez-vous du brouillard de la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? La guerre est un brouillard. Ça veut dire que dans le brouillard, les informations qui sortent du brouillard, c'est de la communication, c'est pas de l'information. On n'est pas dans la vérité vraie, on est dans les vérités projetées pour le public. C'est qu'après, longtemps après, qu'on sait exactement ce qui s'est passé. Et puis, la deuxième loi de la guerre, c'est Churchill, qui l'a très bien définie. La guerre est un engrenage dont chaque cran, sauf le premier, est imprévisible et incontrôlable. Et Churchill dit aussi, n'oubliez jamais que la guerre n'est jamais ce qu'on croit qu'elle sera. Elle ne se fait jamais sans heurts et sans surprise. Et celui qui s'embarque dans cette aventure ne sait pas à l'avance les tempêtes et les ouragans qu'il rencontrera. Et il ajoute ceci, l'homme d'État qui cède à la fièvre guerrière doit savoir que, une fois le signal lancé, il perd le contrôle de sa politique et il perd le contrôle des actes qui vont se dérouler sur le champ de bataille et qui vont le contredire. Pourquoi? Parce que dans la guerre, il y a énormément de paramètres, ceux qu'on appréhende sur le bac à sable et ceux auxquels on n'a pas pensé, comme par exemple le détroit de Hormuz, lorsqu'on est sur le terrain. C'est-à-dire que dans la guerre, quand vous décidez de faire une guerre, il y a des impasses. Voilà. Et la chose qu'il faut éviter, que j'essaierai d'éviter ce soir avec votre aide, c'est d'être péremptoire. La prudence, donc, ce soir, et un rappel aussi à l'histoire.
Geoffroy Lejeune. Alors, cher Philippe, la relation entre l'État d'Israël et l'Iran est passée des années 1948 à aujourd'hui, en 2026, de l'âge d'or à une guerre implacable, puis à une guerre totale. Quel est, selon vous, l'événement majeur qui a complètement changé la donne ? Et vous avez raison, on est passé de l'âge d'or à la rupture totale en 30 ans. 1949, 1979. L'âge d'or, c'était sous la monarchie Pahlavi. Les échanges entre Israël et l'Iran se multipliaient, étaient de plus en plus riches. Il y avait une présence juive en Iran, très importante, de plus en plus importante. Et il y avait le pétrole iranien qui arrivait à flot dans l'État d'Israël. Il faut ajouter que Israël et l'Iran, à l'époque, avaient les mêmes ennemis, des ennemis communs. C'est-à-dire l'Égypte nassérienne, l'Irak bassiste, et le RSS et ses satellites. 1979, arrivée de Khomeini, l'ayatollah Khomeini au pouvoir, et là, on passe de l'âge d'or à l'apocalypse. Pourquoi je dis l'apocalypse ? Parce qu'on est dans l'eschatologie, on est dans la fin du monde. C'est-à-dire que on invente à ce moment-là, en Iran, la logomachie, petit Satan, grand Satan. Le petit Satan, c'est Israël, le grand Satan, c'est l'Amérique. Et quand on est islamiste, le grand Satan et le petit Satan, il faut les réduire. Il faut les brûler vifs. On parle à ce moment-là de l'entité sioniste et on parle même d'une tumeur cancéreuse. En Iran, c'est comme ça qu'on parle de l'État d'Israël. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, les choses vont s'aggraver avec le croissant chiite, puisque l'Iran devient la capitale mondiale du chiisme. Et le croissant chiite, ça va donner bientôt les proxys, les fameux proxys, ce qu'on appelle les proxys. Les proxys, ce sont les tentacules de la pieuvre. Ce que Antoine Basbouf a appelé les essaims de frelons. Les essaims de frelons qui sont commandés par l'Iran pour aller piquer Israël. Et donc, il y a le Hezbollah en Iran, au Liban, il y a le Hamas à Gaza, il y a les Houthis au Yémen, etc., etc. Ce qu'on appelle les proxys. Proximité. Donc les tentacules. Et la troisième étape, et l'étape décisive, et je réponds à votre question, c'est en fait un basculement psychologique du président des États-Unis, Trump. Pourquoi ? Parce qu'il s'est passé deux choses en même temps, d'après mes informations. La première chose qui a tout changé pour lui, c'est en fait la puissance d'émotion d'un homme qui s'est dit « j'aurais dû y aller, je ne suis pas allé ». Quand il y a eu l'ultime révolution orange noyée dans le sang, avec les manifestations où les Iraniens criaient « aidez-nous, aidez-nous ». Et personne n'est venu. Et en fait, Donald Trump, qui est un instinctif et aussi un émotif, s'est dit il faut que je rattrape ça. Parce que la politique, c'est ça, en fait. La géopolitique, c'est ça. C'est beaucoup de sentiments, c'est beaucoup d'instinct, c'est aussi beaucoup c'est aussi beaucoup d'émotions. Alors après, on canalise les émotions. Il se trouve qu'au moment où il ressentait cette gêne de n'y pas aller, il a eu sur son bureau un renseignement qui était le suivant. Les Iraniens sont en train de creuser et d'installer de nouveaux sites d'enrichissement de l'uranium. Et donc là, c'est là que Netanyahou est venu le voir, il lui a dit voilà, ça recommence.
Et là, la décision a été prise d'en finir. C'est là, évidemment, le grand point de bascule. C'était il y a quelques jours, il y a 8 jours. Quels ont été les buts de guerre, Philippe de Villiers, affichés par Israël et les États-Unis pour justifier, légitimer leur intervention conjointe en Iran dans la nuit de vendredi à samedi? C'était il y a tout juste une semaine, Philippe. Je vous remercie de me poser cette question qui m'amène à faire une allusion à celui qui a défini les buts de guerre. C'est Grotius, le grand juriste, en s'appuyant sur saint Thomas d'Aquin et saint Augustin. Et c'est la question que se posent beaucoup d'observateurs aujourd'hui. Cette guerre est-elle juste ? Et beaucoup de commentateurs ajoutent non, parce qu'elle est préventive. Mais moi, je réponds ceci, c'est pas parce qu'une guerre est préventive qu'elle est injuste. Non, une guerre est juste quand c'est une guerre de légitime défense. Et la légitime défense, ça veut dire 3 choses, d'après Grotius. Premièrement, il faut que la menace soit imminente, donc avec un désastre annoncé. Deuxièmement, il faut que toutes les voies de recours de la négociation soient épuisées, c'est-à-dire qu'on a tout tenté. Et troisièmement, il faut que la guerre à venir soit un mal inférieur au mal qu'on a voulu ainsi corriger. Voilà les 3 questions qui se rapportent à la guerre juste, les 3 éléments constitutifs de la guerre juste. Alors je réponds à votre question. En fait, il faut d'abord parler d'Israël, parce qu'il y a les buts de guerre de Trump, il y a les buts de guerre d'Israël. Les buts de guerre d'Israël, ils sont très simples. Il y en a 2. C'est échapper à la menace existentielle une fois pour toutes, pour ne plus vivre sous les bombes, ne plus passer une partie de son temps dans les abris, y compris pour les mariages, donc vivre en paix. Et puis le deuxième but de guerre, qui est lié au premier, c'est pourchasser, éradiquer les proxys. C'est-à-dire en finir avec le Hezbollah, le Hamas et les Houthis. En finir avec les tentacules et en finir avec la pieuvre. Parce que tant qu'il y aura la pieuvre, les tentacules repousseront. C'est bien connu. Réponse sur les États-Unis, l'Amérique. Le premier but de guerre, c'est d'empêcher l'Iran d'acquérir la bombe atomique. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a une réunion physique de la bombe atomique et du terrorisme. La première fois. Le terrorisme, c'est dangereux. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. On en a la preuve, hélas. Je suis français, je n'oublie pas le Drakkar, les 53 légionnaires français qui ont été assassinés par le Hezbollah, iranien, sous influence iranienne. Le terrorisme, c'est dangereux, la bombe atomique, c'est dangereux. Mais quand vous avez la bombe atomique et le terrorisme en même temps, le danger, il est planétaire, il est immédiat, il est redoutable. Quand vous avez une théocratie qui prône le djihad, c'est-à-dire la conquête du monde, au nom de l'islamisme, qui est une religion établie sur l'Oumma et sur la charia. Donc il n'y a pas de place pour ceux qui ne sont pas musulmans. Quand vous avez cet État théocratique qui prône et qui pratique le terrorisme, il est normal que n'importe quel chef d'État raisonnable se dise, si jamais un jour ils ont la bombe atomique,
c'est très dangereux pour le voisin, Israël, c'est très dangereux pour le monde entier, y compris nous, l'Europe, et nous, la France. Et en fait, en vous disant ça, je repense à une conversation que j'ai eue un jour, il y a longtemps, avec Michel Debré, ancien Premier ministre, qui était à l'origine de la bombe atomique avec le général de Gaulle, et celui qui a créé la force atomique française, le général Gallois, l'inventeur de la bombe atomique. C'était chez le général Gallois, je me souviens, et on buvait l'apéritif, et le général Gallois dit, en souriant, et en disant que c'était utopique ce qu'il allait dire, mais quand même, il dit, il faut faire attention quand même avec ma bombe, parce que si un jour elle tombe entre les mains d'un gouvernement terroriste, là, le monde entier pourrait en pâtir. Et je repense à ça en cet instant, en répondant à votre question. Voilà, nous y sommes. En effet, d'après les derniers renseignements des spécialistes, l'agence de contrôle internationale, qui n'est pas contestée, il y a deux phénomènes récents. Le premier, c'est l'enrichissement de l'uranium jusqu'à 60% dans les caves iraniennes. Or, il paraît que pour aller de 60% à 100%, dixit Pierre Lelouch, qui est un grand spécialiste, ça va très vite. C'est une question de semaines. Et deuxièmement, l'accumulation de la matière enrichie sans justification civile est de 400 kilos. Il y a de quoi faire 30 bombes. Donc, il y a un vrai problème. C'est le premier but de guerre. En finir avec l'arsenal nucléaire à venir de l'Iran. Le deuxième but de guerre, c'est d'en finir avec les rampes de missiles. Les rampes de missiles, puisque on est à la veille, l'Iran est à la veille d'avoir des lanceurs spatiaux avec des missiles d'une portée de 3000 km et qui vont à 2000 km à l'heure. Le Khorramshahr, ça s'appelle. Et le jour où ils ont le Khorramshahr... Or, j'ai entendu tout à l'heure qu'il y a un Khorramshahr qui a été tiré, qui a été intercepté, mais le Khorramshahr, c'est un missile balistique qui explose en vol et qui fait exploser des petites bombes au passage. Donc vous pouvez intercepter la mère, mais pas les filles, si vous me pardonnez cette expression. Donc les missiles balistiques. Deuxième but de guerre. Troisième but de guerre, c'est la marine iranienne. Apparemment, c'est fait. Quatrième but de guerre, c'est là qu'on arrive sur quelque chose de mouvant. On dit changement de régime. Je parle pour notre ami américain, régime change. Je dirais que c'est plus largement l'idée d'une nouvelle architecture du Moyen-Orient, dans l'esprit de Trump, avec une extension des accords d'Abraham à d'autres pays que l'Arabie Saoudite et ceux qui y sont actuellement, et une omniprésence de l'Arabie Saoudite pour développer le sunnisme, notamment des États arabes unis, c'est-à-dire en fait des États qui ont une vision de l'islam beaucoup plus modérée, je dirais dollarisée. Donc c'est ça le but à terme. Alors après, il y a la question du changement de régime. Et en écoutant Trump depuis 8 jours, par moments je me dis il est wilsonien, par moments je me dis il est jacksonien. Alors wilsonien, c'est Wilson, le président Wilson, qui prétend apporter la démocratie partout où les États-Unis arrivent, parce que les États-Unis et les Américains sont persuadés que tout le monde veut leur ressembler. Ce que disait très bien Mathieu Bocoté il y a 2 jours. Et donc ils veulent apporter, c'est le messianisme démocratique, c'est vous savez, en fait c'est
le Mayflower, les colons, les premiers colons, la destinée manifeste. La destinée manifeste, c'est l'idée que, d'ailleurs, on les a vus prier tous ensemble avec Trump, là, les évangéliques, etc. C'est l'idée qu'en fait, l'Amérique a reçu du ciel une mission, c'est de convertir le monde. La conversion, c'est convertir le monde à l'Amérique. American Way of Life. Voilà. Et donc, ça, c'est Wilson. Donc, quand il dit on va changer de régime, c'est du Wilson. Bon, on a vu ce que ça a donné en Irak, au Kosovo, en Libye, etc. Donc, il n'y a pas une réussite. Pour l'instant, ça serait la première. Et alors, jacksonien, c'est plus modéré. On traite avec les plus modérés des excessifs. Et on cherche le modéré des excessifs pour traiter avec lui. C'est en fait l'option vénézuélienne. Bon. Alors, dire en fait ce qui est dans la tête de Trump aujourd'hui, à l'heure qu'il est, personne ne peut le dire. Il y a des rumeurs qui circulent, mais personne ne peut le dire. Le grand danger, évidemment, pour l'Iran, vous qui connaissez bien tous les deux l'Iran, c'est que c'est un grand pays, il y a 90 millions d'habitants, mais surtout c'est un pays qui est composite. C'est pas la France. C'est pas la France capétienne. La France de Pahlavi, c'est l'Iran de Pahlavi, c'est un pays qui est un agglomérat, un agrégat constitué de peuples désunis, comme disait Metternich. C'est-à-dire que vous avez des Baloutches, vous avez des Kurdes, vous avez des Azéris, etc. etc. Et finalement, les Perses ne représentent que 55% de la population. Alors, en fait, on saura dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, quel est le quatrième but de guerre. Est-ce que c'est la nouvelle architecture du Moyen-Orient ou est-ce que c'est le régime change? Voilà. Derrière les buts de guerre affichés, Philippe de Villiers, on voit se dessiner de part et d'autre les lignes de la stratégie véritable de chacun des belligérants. Et là aussi, c'est très important, tout en restant prudent. Quelle analyse faites-vous des enjeux de ce face-à-face entre le régime islamique iranien, les États-Unis et Israël? Alors, d'abord, il y a une stratégie. Il faut regarder quelle est la stratégie des belligérants. Alors, on s'intéresse d'abord à la stratégie israélo-américaine. La stratégie israélo-américaine, elle repose sur deux principes qui sont évidents. Mais je rappelle ces évidences. Premier principe, tenir le ciel. Tenir le ciel, c'est-à-dire neutraliser les capacités de frappe aérienne des Iraniens et neutraliser les capacités de défense des Iraniens. C'est relativement facile pour les missiles, pas pour les drones. C'est facile parce qu'il suffit de repérer l'endroit d'où part le missile et on repère le lanceur et ensuite on supprime le lanceur. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on est devant quelque chose de très particulier, la jonction de deux doctrines militaires qui sont très différentes l'une de l'autre et en même temps, dans l'opération en cours, complémentaires. Alors d'abord, la doctrine militaire des Américains. J'exprimerai de cette manière, celui qui a le plus gros pistolet gagne s'il l'utilise à bon escient. Quand vous lisez Steinbeck, Norman Mailer, etc., vous retrouvez ça. Et d'ailleurs, regardez bien, l'Amérique, c'est le seul pays qui a osé utiliser l'arme atomique, Hiroshima. Ensuite, c'est le seul pays qui croit qu'on peut faire la guerre, non pas pour envahir un territoire et l'annexer, mais pour changer un régime. Là encore, on voit l'enchaînement Kosovo, Irak, Afghanistan, Libye. À chaque fois, ça se reproduit de la même manière. Et donc, en fait, les Américains pensent qu'avec des frappes extérieures, aériennes, on peut réduire
un pays qui s'oppose à l'Amérique, mais après, on s'enlise et on est obligé de faire comment dirais-je, the boots on the ground. Bon, on fait venir les troupes au sol. Je m'adapte ce soir. Bon. Voilà. Et ça s'appelle le carpet bombing, vous savez, au Vietnam. Ils pensaient, les Américains, qu'avec le carpet bombing, le tapis de bombe, on allait régler le problème. Ben non. Voilà. Et quand on envoie les troupes au sol, elles s'enlisent. Ça s'appelle le bourbier. Voilà. Et donc là, on est à la veille peut-être du bourbier. Parce que Trump va s'impatienter. Et voilà. Mais donc, on en est là à cet instant. Alors, maintenant, la stratégie, la doctrine militaire des Israéliens, c'est très différent. Eux, ils jouent à fond. C'est une des meilleures armées du monde. C'est-à-dire que c'est la meilleure armée du monde pour l'élimination des cibles. Et donc, de la même manière, ils croient aux frappes extérieures, mais ils éliminent les cibles comme personne. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une puissance du renseignement qui est phénoménale. Ils ont une capacité opérationnelle et un armement chirurgical. Ce que personne n'a au monde. Bon. Alors, qu'est-ce qui fait la jonction de ces deux doctrines ? Ben, la jonction, on l'a vu cette semaine, ils mènent ensemble des opérations conjointes sur des cibles, pour tenir le ciel, j'y reviens, mais avec un problème qu'ils découvrent au bout d'une semaine, que tout le monde découvre au bout d'une semaine, c'est ce que les polémologues appellent Ulysse et Polyphène. Polyphène est un géant qui voit loin, qui voit bien, mais il n'a qu'un œil. Et donc, en fait, en stratégie militaire, on dit toujours il faut le marteau et l'enclume. Si vous avez le marteau, mais que vous n'avez pas l'enclume, vous finissez pas le travail. Le marteau, c'est le ciel, on tape du ciel, et l'enclume, c'est le sol. Et donc, quand on néglige l'un des deux éléments, on ne peut pas gagner une guerre. Alors en face, maintenant, l'autre belligérant. J'ai entendu cette semaine beaucoup de choses qui m'ont amusé. Enfin, amusé, c'est pas drôle. Qui m'ont distrait. Beaucoup de journalistes et de commentateurs, généraux de plateau notamment, disaient oui, ils sont foutus, les Iraniens, parce qu'en fait, ils font n'importe quoi. Seulement, le problème, c'est que le n'importe quoi, c'est la diagonale du fou, parfaitement contrôlée. C'est-à-dire qu'en fait, les Iraniens ont canardé les pays du Golfe dans une intention très précise. C'est une intention calculée, stratégique. Et les Américains qui connaissent la guerre, et les généraux français qui connaissent la guerre, parlent souvent, ils évoquent John Foster Dulles, qui parlait du brinkmanship. Ça veut dire le bord de l'abîme. C'est-à-dire que les Iraniens pratiquent le bord de l'abîme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait l'équilibre de la terreur pour que on puisse régionaliser le conflit, mondialiser le conflit et faire en sorte que le coût de la poursuite des activités militaires soit trop coûteux pour les belligérants d'en face. Et donc pour ça, ils ont deux panoplies à leur disposition. La première panoplie, ce sont des armes, qui sont des armes asymétriques. J'en ai cité une, c'est le fameux missile qu'ils sont en train de lancer pour la première fois depuis hier, le Coram, à 12 000 km de vitesse par heure. Et au contraire, ils ont des drones, les Shahed, qui eux sont très lents, 180 km/h, c'est tout, mais qui se déroutent très facilement.
qui sont d'ailleurs utilisés en Ukraine, qui font beaucoup de mal en Ukraine. Ces drones, ils coûtent pas cher, c'est 30 000 €. Et ils en ont dans des proportions pharaoniques. Et donc, ces drones vont être utilisés pour épuiser les pays du Golfe, notamment. Et le détroit d'Ormuz, dont on va parler dans un instant. Et j'y arrive. En fait, la première arme, ce sont des armes asymétriques. En fait, des armes terroristes, mais qui font très mal et qui mettent la panique dans les rangs ennemis. Et la deuxième arme, ce sont des cibles. Et en fait, il y a 3 cibles. Les Iraniens ont 3 cibles qu'il faut bien comprendre, parce qu'ils sont très intelligents, les Iraniens. La première cible, ils ont compris que l'Occident était un pays, un ensemble décadent de consommateurs. Et donc, il faut frapper à la pompe. Et donc, en fait, ils frappent le consommateur occidental. Pour que le consommateur occidental, qu'il soit américain ou européen, dise à ses gouvernants, maintenant vous arrêtez, s'il vous plaît, vous arrêtez les frais. Voilà, il faut faire la paix. Il faut un cessez-le-feu. Auquel cas, ils sont vainqueurs. Deuxième cible, donc le consommateur occidental. Deuxième cible, les pays du Golfe. Pourquoi ? Parce que les pays du Golfe, en fait, ils sont obsédés par une idée. Bientôt, il n'y aura plus de pétrole. On compense ça avec le tertiaire, le quaternel, c'est-à-dire la banque, les opérations d'économie virtuelle et le tourisme. Et donc, on a une stratégie d'image. Et donc, ce qui est en train de se passer là avec les drones, c'est la destruction de notre politique d'image qu'on mène depuis 30 ans pour pouvoir sortir un jour du pétrole. Parce que le touriste fortuné qui vient à Dubaï, entre parenthèses, faut vraiment, à la limite, je préfère presque Miami, mais bon. mais enfin, passer ses vacances à Dubaï, bon, voilà. Mais voilà, mais c'est comme ça. Voilà. Bon, et donc, il y a des gens comme ça qui sont fortunés, ils vont à Dubaï. Bon. Alors là, là ils sont piégés tous. Il faut revenir maintenant. Voilà. Et la troisième cible, c'est la plus importante, parce qu'elle concerne le détroit d'Ormuz, c'est la Chine. Et quand vous regardez le détroit d'Ormuz, c'est 230 km. En fait, c'est une mer fermée, presque fermée, vous voyez. Et c'est un goulot d'étranglement. Et quand vous êtes entré dans le détroit d'Ormuz, il faut faire demi-tour pour en sortir. Et le détroit, il fait 35 km lui-même. C'est ça. Et donc, en fait, vous avez d'un côté les pays du Golfe, et de l'autre côté, vous avez l'Iran. Donc, en fait, si vous rentrez dans le détroit d'Ormuz, vous êtes là sous les canons de l'Iran. Donc, sauf si vous possédez, vous appropriez la côte iranienne, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, c'est très, très dangereux pour un pétrolier de se promener dans le détroit d'Ormuz. Le problème, c'est qu'en fait, les Iraniens, ils ont à leur disposition 3 moyens de faire très mal au détroit d'Ormuz. 1, les infrastructures pétrolières. 2, les centrales électriques. 3, les usines de dessalement. Si jamais ils touchent aux usines de dessalement, tous les Koweïtis, les Émirats, etc., meurent de soif. Et donc, alors pourquoi je parle de la Chine ? Parce que le détroit d'Ormuz, c'est 30% du commerce mondial de gaz et de pétrole. Et c'est une grande partie du pétrole de la Chine. Parce qu'on quitte le détroit d'Ormuz et on part en Chine. Et donc, là, ce qu'espèrent les Iraniens, c'est qu'à un moment donné, la Chine va faire comme l'ours russe, va s'ébrouer, en disant à Trump, bon, maintenant vous arrêtez. Donc en fait, la stratégie iranienne, c'est une stratégie de mondialisation du conflit pour obtenir un cessez-le-feu, évidemment, qui serait pour l'Iran une forme de victoire, et pour les mollahs, la condition même de la survie.
Parlons à présent, Philippe de Villiers, de la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei. Après les frappes effectuées par les États-Unis et Israël, ça a ouvert un chapitre tout nouveau de l'histoire mondiale. Croyez-vous que la page de l'histoire écrite en 1979 vient de se tourner, comme a pu le penser et même l'écrire Gilles Kepel dans le Figaro? C'était lundi dernier, une page de l'histoire ouverte en 1979 en Iran vient de se tourner. Qu'en pense Philippe de Villiers? Je dois dire que j'ai été impressionné par l'article de Gilles Kepel, qui est un maître en la matière. Et je dirais ceci. En fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est peut-être aussi important que la chute du mur de Berlin. C'est ce qu'a dit aussi l'historien Pierre Vermeuren. Pourquoi ? Parce que, d'abord, c'est le chef suprême du chiisme qui a été éliminé, et que le chiisme dans le monde, face au sunnisme, c'est une mouvance très importante. Et sur le plan symbolique, cette élimination ne sera pas sans conséquence dans la concurrence, dans la compétition entre les chiites et les sunnites. Ensuite, c'est la fin d'un cycle historique. Parce que, en fait, l'Iran de Khomeini, l'Iran des mollahs, c'est la convergence fusionnelle de l'islamisme radical et du tiers-mondisme anticapitaliste. C'est un précipité cailleboté absolument inimaginable. Et en fait, qui s'est traduit par un séisme civilisationnel avec deux fruits amers pour nous tous. Le premier fruit amer, c'est un État islamiste, pour la première fois dans le monde, un État islamiste qui mobilise une idéologie, l'islam politique, au service d'une cause, la charia, et en récupérant au passage l'utopie socialiste pour la placer sous la houlette coranique. Il fallait y penser. Et ensuite, c'est un État islamiste qui se sert d'un instrument pour gagner le monde, qui est l'islamisme. C'est-à-dire qu'en fait, il fait de l'islamisme un article d'exportation idéologique. Les sunnites comprennent ça tout de suite, et c'est la concurrence qui commence. Les sunnites financent les talibans, c'est l'Afghanistan qui va faire tomber l'Union soviétique. On est en 1989. Et donc, la secousse sismique de l'arrivée de Khomeini, c'est immense. Et le deuxième fruit amer, donc le premier fruit amer, c'est l'État islamique qui propose au monde l'islamisme, avec un certain succès. Et le deuxième fruit amer, c'est l'islamo-gauchisme. C'est-à-dire qu'en fait, pour la première fois, on a donc en Iran le parti Tudeh, le parti communiste, et les moudjahidines du peuple, et les fils spirituels de l'islamo-gauchisme, c'est Tariq Ramadan et Jean-Luc Mélenchon. C'est d'ailleurs une chose extraordinaire, si vous me permettez de faire un petit ajout, c'est que, en fait, ce que dit très bien Pierre Vermeuren dans un magnifique papier du Figaro, dit, en fait, tous ces gens-là, Mélenchon et les autres, toute la gauche révolutionnaire, leur point de référence et leur ligne d'horizon, c'est la Révolution française. La Révolution française, c'était quoi? C'était la lutte contre le clergé. La phrase de Gambetta, en 1877, l'anticléricalisme
Non, le cléricalisme, voilà l'ennemi. Et voilà que ces gens... Éric Nolot dit, Mélenchon, en fait, il était enfant de cœur, puis il est devenu anticlérical, maladif, puis maintenant il est redevenu dévot. Il bouffait du curé et maintenant il lèche les babouches des imams. Et donc l'islamo-gauchisme, c'était un composé absolument incroyable qui a fait que la gauche révolutionnaire française s'est détournée de son combat, qui était un combat contre le cléricalisme catholique, pour devenir une bande de dévots qui se mettent sur le tapis de prière au pied de l'ayatollah Khomeini. C'est quand même... Dans la vie, on croit tout voir, mais franchement, on n'a pas vu grand-chose. Lors du Conseil de défense, on va parler d'Emmanuel Macron à présent et de la France, du rôle de la France dans cette guerre. Que doit faire la France ? Emmanuel Macron, depuis une semaine, a convoqué plusieurs conseils de défense, notamment un à la hâte le samedi 28 février, où Emmanuel Macron a reconnu que la France n'a ni été prévenue, ni été impliquée dans l'intervention militaire. L'Europe a été tenue à l'écart des frappes israélo-américaines. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron, alors c'est une séquence particulière, publication originale, échangée sur un réseau social qui s'appelle Instagram, avec une enfant qui l'interpelle en disant « Monsieur le Président, vous avez trop ouvert votre bouche », formule employée, et comment vous allez faire pour régler la guerre ? Est-ce que vous pouvez enlever la guerre, s'il vous plaît ? Parce que vous avez trop ouvert votre bouche, je trouve. J'ai pas fini de vivre et j'ai pas envie qu'il y ait la guerre. Alors je comprends très bien et j'entends votre inquiétude, mais je voulais être très clair, vous n'allez pas faire la guerre du tout. Et vous allez continuer de vivre. Qu'est-ce qui se passe ? Les États-Unis et Israël ont lancé des opérations militaires en Iran. Parce que l'Iran avait pris des décisions très dangereuses pour tout le monde. Elle développait des armes nucléaires, elle avait des armes qu'on appelle balistiques, elle déstabilisait la région. Et elle avait massacré son peuple. Et en représailles des frappes que les États-Unis et Israël ont lancées, l'Iran frappe toute la région. Alors la France, elle ne fait pas partie de cette guerre. Nous, on n'est pas au combat et on ne va pas s'engager dans cette guerre. Mais qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on protège les nôtres. On a plusieurs centaines de milliers de nos compatriotes qui sont là-bas. Tous ceux qui veulent revenir, on les aide à revenir en paix et en sécurité. Ensuite, on a des amis, des alliés qui sont frappés par l'Iran. Les Émirats arabes unis, le Qatar, Koweït, la Jordanie. Et là, on les aide, comme un partenaire de confiance, à se protéger. Cette guerre, elle est en train de bloquer une grande partie du commerce mondial, de bloquer du pétrole, du gaz. Donc elle est en train d'augmenter le coût de la vie dans beaucoup d'économies, de créer de l'instabilité. Donc là, de manière tout à fait pacifique, on est en train de se mobiliser pour essayer de sécuriser le trafic maritime. Il y a un tout dernier sujet, c'est le Liban, qui est en même temps aujourd'hui touché, très déstabilisé. On les aide à retrouver la paix et la légitimité, la souveraineté, le calme. Geoffroy Lejeune. Cher Philippe, qu'avez-vous pensé depuis une semaine de l'attitude des pays européens et de celle de la France ? Alors d'abord, on a vu l'Europe. On a vu l'Europe. La diplomatie européenne. Je me souviens de Maastricht. Je parlais de ça à l'instant avec Charles Millon. Mon ami et ministre de la Défense, c'est l'Europe de la diplomatie. Vous savez, on a la diplomatie de sa géographie, on a la diplomatie de son histoire, disait Napoléon. Quand vous voyez l'Espagne, quand vous voyez l'Angleterre, quand vous voyez Merz, chacun part de son côté. C'est vraiment, comme dirait Raymond Barre, chacun tire à Dieu. Bon. Alors, en fait, il parle à une enfant. Comme dit Catherine Ney, les enfants parlent aux enfants. Il parle à une enfant, il a peut-être oublié de dire qu'il y avait un autre qui parlait aux enfants, c'était Mandon, son amiral, là, le chef d'état-major des armées, qui voulait envoyer les enfants se faire tuer en Ukraine. Là, il veut les protéger. Bon. Mais si j'avais été avec lui, je lui aurais soufflé à l'oreille, dites-lui donc à cet enfant la phrase de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle parlait de la recette de l'omelette au jambon, de l'omelette au lardon. Elle disait, dans l'omelette au lardon, la poule est concernée et le cochon est impliqué. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, la France n'est ni concernée ni impliquée. Donc j'ai pensé à ce que disait ma grand-mère. Voilà. Là, on n'est ni à table ni au menu.
on est nulle part. Voilà. Et on ne sait pas ce qu'il veut protéger. Et moi, je vais vous dire ceci. Ce que je ferais à sa place, et tout de suite, il faut avoir l'esprit clair. Premièrement, je sors de Schengen immédiatement. Immédiatement. Et je remonte la frontière. Pourquoi? Parce qu'il y a l'autre zigoto, l'Espagnol, qui fait rentrer 800 000 immigrés. Mais pas que pour ça. C'est qu'on va peut-être revivre la Syrie avec le Wir schaffen das de Merkel, vous vous souvenez? Wir schaffen das. Nous sommes capables de le faire. Nous allons le faire. Bon. Et on a eu des milliers et des milliers de djihadistes qui sont arrivés en France et ça a donné le Bataclan. Donc là, on ne va pas se refaire une rue de Rennes avec le Hezbollah. Parce que ceux qui vont venir, c'est ceux qui seront bientôt des réfugiés. C'est-à-dire s'ils seront chassés, les Hezbollah qui sera chassé du Liban bientôt, et les Iraniens, les gardiens de la Révolution. Et nous, on va se taper les gardiens de la Révolution, qui rentreront par l'Espagne ou par l'Italie. Donc la première chose à faire, quand on est chef de l'État, on protège les Français. Parce qu'il dit protéger, ben allons-y, on protège. On protège les Français de France. Deuxièmement, on honore et on respecte nos contrats, nos accords de défense, nos partenariats stratégiques, notamment avec les Émirats arabes unis, puisque on a la chance d'avoir des fleurons inimitables comme Thales, Dassault. Donc on vend à ces pays-là, aux pays du Golfe, on vend des systèmes de défense, des Rafales, des chars Leclerc, etc. Et donc il faut honorer les accords de défense avec eux. Mais surtout, il faut aider le Liban. Et là, la phrase qu'il a eue sur le Liban, elle est absolument incompréhensible, puisque... alors c'est difficile à expliquer, mais c'est assez simple en fait. Qu'est-ce qui se passe au Liban? Au Liban, il y a un président du Liban qui s'appelle Joseph Aoun, qui n'arrive pas à désarmer le Hezbollah. Or, le Hezbollah, il est dans son gouvernement, puisqu'il y a une branche politique du Hezbollah, et le Hezbollah, il est à la Chambre des députés. Et donc, c'est une faute de la France d'avoir fait ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait, la France? Elle discute avec le Hezbollah, la France. Macron, il nous trompe, parce qu'il ne nous dit pas ce que je vais vous dire maintenant, et vous pouvez vérifier. On discute avec le Hezbollah. Pourquoi on discute avec le Hezbollah? Parce qu'on a refusé, nous, la France, de considérer que la branche politique du Hezbollah était un mouvement terroriste. Alors la France, elle dit oui, le Hezbollah est terroriste, mais pas la branche politique. On financieren, comme disait Stresemann. Financieren, voilà. Et la diplomatie qui finasse, c'est une mauvaise diplomatie. Il faut être clair, il faut la clarté et la force. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour le Liban? Premièrement, il faut revoir les flux de l'AFD, l'Agence française de développement, qui vont au sud Liban actuellement et qui vont au Hezbollah, pendant que les Libanais, les Maronites en fuite, ou les Chiites en fuite vers le nord, eux n'ont rien. Donc il faut réorienter les flux. Deuxièmement, il faut donc condamner le Hezbollah en son entier, pas simplement la branche militaire, mais aussi la branche politique. Et enfin, troisièmement, ce qu'a proposé François Fillon, il faut aider l'armée libanaise à désarmer le Hezbollah. Il ne faut pas laisser Israël tout seul. Ce que fait Israël est nécessaire, ce que fait Israël est salutaire. Israël n'a pas l'intention de rester au Liban, mais il faut que la France soit présente. La France soit présente, parce que vous imaginez, enfin, moi j'aime le Liban, j'ai même la nationalité. Vous avez un lien charnel avec le Liban. Comment? Vous avez un lien charnel avec le Liban. Oui. Oui. Fraternel, vous avez même la double nationalité. Oui, moi j'ai vu le Liban, le pays du lait et du miel. Puis après, j'ai vu le Liban sous la férule des Syriens. C'est à ce moment-là que je suis allé là-bas, au Liban, pour faire rempart de mon écharpe auprès du général Aoun, au palais de Babda, avec quelques autres députés français, dont François Léotard. Et puis après, il y a eu les Palestiniens qui ont pensé que le Liban, ça serait leur havre de substitution.
chassés de Palestine, et maintenant c'est le Hezbollah. Et donc la France doit être fidèle à sa mission et à la parole de Saint-Louis. Saint-Louis qui disait « Cette terre de Saint-Maroun est une terre de France ». Et moi je dis ceci ce soir, solennellement, et avec mon cœur de Français profondément attaché au Liban. Dans le temps, on appelait le Liban la France du Levant. Et les Libanais nous appelaient la France du couchant. Et moi, aujourd'hui, je vois que la France du Levant, sans cesse, se relève, et que la France du couchant, trop souvent, se couche. Vous avez parlé de la relation charnelle qu'il pouvait y avoir, et qu'il y a toujours d'ailleurs, entre le Liban, le peuple libanais et la France. Je voudrais qu'on fasse aussi un point historique sur les relations entre la France et l'Iran. La relation entre la France et l'Iran est millénaire. Que retenez-vous de cette relation, Philippe de Villiers ? Alors, c'est une relation ancestrale qui date du plus haut Moyen-Âge, du temps des Francs, des Croisés, des Mongols. Joinville parle d'une entrevue entre Saint-Louis et les Hachichins, la secte des Hachichins, qui venait des confins de la Perse. Et il envoie André de Longjumeau, un dominicain, pour les convertir les Perses. Et en fait, cette relation entre les Iraniens et les Français, non seulement elle est très ancienne, elle est bimillénaire, mais elle est d'une richesse rare. Et quelle est cette richesse ? Je dirais d'abord que c'est une relation exotique. C'est la fascination des Français pour l'Iran, pour la Perse, qui a été parfaitement résumée par les lettres persanes. Comment peut-on être persan ? Et de toute antiquité, les Français se posent cette question, comment peut-on être persan ? Je me souviens de Jacques Chaban-Delmas qui me racontait qu'en 1971, il était au 2500e anniversaire de la monarchie Pahlavi à Persépolis. Et il dit Persépolis, 3 fois, il me dit. Bon, il dit, je ne peux pas vous décrire. Voilà. Donc en fait, cette fascination exotique pour une civilisation qui est plus ancienne que la nôtre et qui porte des fruits pour nous étranges et délicieux. Et puis ensuite, je dirais que c'est une relation hypnotique. Ça va plus loin. Et ce qui me fait dire ça, c'est le roi Soleil, en fait. Le 19 février 1715, oui, c'est bien qu'on ait l'image, elle est magnifique, on voit qui s'incline devant le roi Soleil l'ambassadeur de Perse. Et il va s'approcher du roi de France, et le roi de France va lui dire à l'oreille « Je veux faire honneur aux représentants du plus ancien souverain de l'Orient et du plus grand empereur de tous les empires. » Donc pour Louis XIV, la référence, c'était le Shah de Perse. Et enfin, je dirais que c'est une relation empathique. Et ce qui me fait dire ça, c'est le Shah d'Iran, qui a appris le français, qui parlait un français comme Hassan II, un français parfait, comme sa langue maternelle, qui était profondément francophile, qui venait en France, qui aimait la France, et dont l'épouse, la Faradiba, comme on dit, vit entre les États-Unis et la France. Et d'ailleurs, je me félicite que Éric Ciotti lui ait envoyé une lettre pour lui proposer de parrainer une opération qu'il veut faire à Nice, avec une plaque pour les femmes qui ont été massacrées par la République des Mollahs. En fait, vous savez, De Gaulle disait de la Russie boira le communisme comme le buvard boit l'encre. Eh bien, moi, je dirais ceci. La Perse boira le chiisme comme le buvard boit l'encre. Je
voudrais qu'on parle enfin de la gauche intellectuelle qui, du temps de Michel Foucault, a soutenu l'ayatollah Khomeini. Semble gêner d'ailleurs cette gauche intellectuelle aux entournures devant la République des mollahs. Vous qui avez vécu, observé la course de la mouvance progressiste au régime idéal, que vous inspirent les dernières déclarations des incarnations nationales de l'islamo-gauchisme? Je pense que la gauche, elle a deux problèmes majeurs, congénitaux. Le premier, c'est la dissonance cognitive. Oui, la dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont allés à Neauphle-le-Château pour voir le saint de l'islam et ils constatent que ça donne des résultats catastrophiques. C'est ça la dissonance cognitive, c'est la contradiction entre la croyance et le réel. Mais la gauche vit avec cette dissonance cognitive depuis 2 siècles. Et elle renouvelle sa dissonance cognitive avec un bonheur et une gourmandise qui sont admirables. Et le deuxième problème de la gauche, c'est l'oïkophobie. C'est-à-dire qu'elle se déteste, elle déteste sa maison, elle déteste ce que représente la France. Exemple, j'ai vu tout à l'heure un truc incroyable, un discours de Mélenchon qui dit la cathédrale Notre-Dame de Paris n'aurait pas pu se faire sans les Sarrasins parce que c'est l'Orient qui nous a fourni tout, en fait, la manière de faire les vitraux, la manière de calculer les mathématiques, etc. C'est vraiment non seulement la fascination pour l'autre, mais l'idée qu'on n'est rien, quoi, qu'on n'est rien sans l'autre et qu'il faut que l'autre nous remplace. Bon, alors en fait. Vous parlez de pérégriner. Oui, la gauche, elle a pérégriné. Moi, je l'ai vu pérégriner pendant toute mon enfance et ma jeunesse. Donc, il y avait le maoïsme. Mais avant, il y avait Staline. Il ne faut pas oublier que l'Assemblée nationale s'est levée 1 minute de silence au moment de la mort de Staline, 1953. Et ils allaient tous là-bas. Après, ils ont changé le but du voyage. Ils sont allés chez Mao. Après, ils sont allés chez Castro. Et puis, tout à coup, ils sont arrivés à Neauphle-le-Château. Neauphle-le-Château, le petit tapis de prière avec le pommier. Et donc, le pays du chêne est allé se prosterner devant le pommier. Ils étaient tous là. Sartre, Simone de Beauvoir, tous les intellectuels français étaient là. Et ensuite, ils sont allés là-bas. Pourquoi ils sont allés là-bas, en Iran? Parce que c'est la France. Alexandre de Marange m'a raconté ça, l'ancien du SDEC, qui était un homme extraordinaire. Il m'a dit, on était tous fascinés par l'ayatollah Khomeini. Et il dit, moi-même, je suis allé là-bas. On est tous allés là-bas parce qu'on y a cru. On a cru qu'il allait inventer quelque chose. L'ayatollah Khomeini. Et donc, la France a affrété un avion d'Air France pour le voyage de l'ayatollah Khomeini quand il a quitté Neauphle-le-Château pour aller, rejoindre l'Iran et gouverner l'Iran dans les conditions qu'on sait. Et moi, je donne un conseil à Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, vous qui êtes un homme cultivé, vous avez des lacunes. Je vous conseille de lire tout ce qu'a écrit Alexandre de Marange sur le sujet, parce qu'il m'a raconté comment, dans les premiers moments, l'éditorialiste du Monde, André Fontaine, disait le monde se retourne vers le divin. Serge Julie expliquait, c'est incroyable, les femmes sont toutes noires, et ça, ce sont des momies vivantes, c'est magnifique, la prière, etc. Ils étaient tous en train de se prosterner, toute la gauche. Et puis tout à coup, ils ont tous fini au gibet là-bas. Donc les Moudjahidines du peuple, le parti Tudé, tous les cocos, etc., au bûcher, au gibet. Ils ont tous été pendus. Et donc en fait, ce qui est en train d'arriver en France aujourd'hui, on est en train de vivre les années 70 en Iran. C'est-à-dire qu'on a cette même convergence fusionnelle de l'islam radical et de l'extrême gauche, mais le jour où il y aura le califat, quand il s'installera en Europe, je pense qu'ils seront tous pendus. Toute l'extrême gauche qui a supporté l'islam politique. Parce qu'il y a une contradiction fondamentale entre leurs deux révolutions.
Il ne nous reste que quelques secondes, Philippe de Villiers, pour vous remercier pour cette émission et l'éclairage que vous nous avez apporté, historique, sur ces 7 premiers jours de guerre entre les États-Unis, Israël, mais également, bien sûr, la République islamique iranienne. Merci beaucoup, Philippe de Villiers, et on se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine. Évidemment. Merci à vous, Geoffroy Lejeune. Dans quelques instants, les toutes dernières informations avec nos envoyés spéciaux, les toutes dernières images également, les dernières déclarations. C'est dans un instant pour l'heure des pros. On se retrouve dans quelques secondes. Restez avec nous sur CNews.